Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel. Boker Tov, la tension entre le régime iranien et les États-Unis augmente, même si pour l'instant il est impossible de savoir si l'attaque américaine aura lieu. Et oui, effectivement, Ilana, sur le terrain, les forces américaines sont massivement déployées. Le porte-avions Gerald Ford était hier aux abords des côtes grecques, plus exactement en face de l'île de Crète, et il devrait arriver dans les prochains jours à proximité des côtes israéliennes. Ceci étant, selon le Washington Post, le chef d'état-major interarmes de l'armée américaine, le général Dan Kane, aurait mis en garde contre une opération militaire américaine en Iran. Il aurait insisté sur deux paramètres qui pourraient différer une telle opération: le manque de soutien de la part de la communauté internationale et surtout une pénurie de munitions vitales, en particulier des missiles. Khan aurait dit qu'en raison du soutien américain à Israël et aux Ukrainiens au cours des 2 dernières années, les réservoirs de missiles américains ne seraient pas au maximum, ils seraient plutôt dilués. Mais le président Donald Trump a réagi en affirmant qu'il s'agissait de fake news. Oui, le général Kane, comme nous tous, ne veut pas de la guerre, a déclaré Donald Trump, mais il sait que si la décision doit être prise, nous vaincrons facilement. Je préfère un accord à une confrontation, mais s'il ne devait pas y avoir d'accord, ce serait un très mauvais jour pour l'Iran, a déclaré le président américain hier. Ceci étant, dans ce contexte, Israël se prépare à l'opération américaine, mais aussi à l'éventualité d'un veto américain à une implication immédiate de Tsahal. Oui, il est en effet possible que les Américains veuillent être les seuls à attaquer le régime iranien aux premières heures de l'attaque. Et donc, ils pourraient interdire à Tsahal de participer aux premières vagues offensives contre le régime iranien. Mais côté israélien, on estime que si les Iraniens devaient lancer leurs missiles balistiques contre des cibles israéliennes, alors les Américains donneraient automatiquement leur feu vert aux Israéliens pour riposter. La coopération entre Jérusalem et Washington à ce sujet serait, dit-on, maximale. Et par ailleurs, le Premier ministre a prononcé hier à la tribune de la Knesset, Daniel, l'un de ses plus courts discours. Oui, cela s'est produit dans le cadre d'un débat imposé par l'opposition. Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a indiqué qu'il avait préparé un discours polémique, politique, mais il ne l'a pas lu. Il a préféré se focaliser justement sur les tensions régionales et sur le dossier iranien. Nous vivons des jours complexes, mais je fais confiance à notre peuple, a déclaré le Premier ministre, le visage fermé. Personne ne sait ce que demain nous réserve, mais nous restons vigilants. Fin de citation. Il y a 15 ans, se produisait l'un des attentats terroristes les plus traumatisants du pays avec l'assassinat des membres de la famille Fogel. Oui, c'était en date hébraïque le 6 Adar 5771, un vendredi soir. Un commando terroriste palestinien pénétrait au domicile du rabbin Udi Fogel et de son épouse Ruti. Les terroristes ont massacré les jeunes parents et 3 de leurs enfants, Yoav, Elad et la petite Hadas, qui était une bébé de 3 mois. 3 enfants ont échappé au massacre, Tamar, Roï et Ishaï Fogel. Cet attentat avait provoqué une terrible onde de choc en Israël et en particulier il avait touché la communauté francophone car Ruti Fogel, Zichrona Livracha, était la fille du Rav Yehuda Ben Ishaï, rabbin de la communauté francophone d'Emouna Shelema dans le quartier de Baka à Jérusalem. Le Rav Ben Ishaï et son épouse avaient ensuite adopté leurs petits-enfants survivants. Des commémorations marquant ce triste anniversaire se sont tenues avant-hier soir justement au sein de cette communauté de Emouna à Jérusalem. Que le souvenir des membres de la famille Fogel assassinés soit béni. Et puis hier soir, la présidence de l'État a organisé un grand repas de l'iftar de fin du jeûne du Ramadan pour des dizaines de notables arabes israéliens. Oui, et pas seulement, puisque parmi les personnalités présentes se trouvaient également des ambassadeurs musulmans postés en Israël, comme les ambassadeurs du Bahreïn, des Émirats arabes unis, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Outre le président Herzog, plusieurs personnalités ont pris la parole lors de ce repas. Le président Herzog a déclaré « Les racines communes entre le judaïsme et l'islam sont le socle de la relation entre Israël et les pays du monde musulman ». Le président de l'État a salué les accords d'Abraham. Il a émis l'espoir que d'autres pays les rejoindront bientôt. Et puis enfin, le gouverneur de la Banque d'Israël a décidé de ne pas rabaisser les taux d'intérêt directeurs. Oui, en effet, malgré plusieurs données excellentes recensées ces dernières semaines dans l'économie israélienne, le gouverneur, le professeur Amir Yaron, a choisi de ne pas baisser ce taux d'intérêt directeur qui demeure toujours à 4%. Il a justifié sa décision par l'incertitude actuelle, en particulier autour d'une opération militaire américaine en Iran. Mais cette décision n'est pas partagée par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui hier a dénoncé le choix du gouverneur. Il a estimé qu'il était déconnecté de la réalité économique. Smotrich a déclaré que tous les voyants économiques sont au vert, un shekel plus fort, une inflation contrôlée, et il ne comprend pas pourquoi ne pas alléger le poids de ce taux d'intérêt qui pèse actuellement sur le contribuable israélien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Amzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov.
Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Likoud. Je voudrais qu'on parle d'abord du dossier qui préoccupe, on va dire, l'ensemble de la population israélienne actuellement, c'est le dossier iranien. On va ensuite parler de politique intérieure et de ce qui se passe actuellement au Likoud. Je voudrais avoir votre appréciation sur cette attente presque interminable autour d'une opération militaire américaine. Vous n'êtes pas un peu embarrassé de voir un Benyamin Netanyahou qui a toujours été à la pointe du combat contre l'Iran, être aujourd'hui un peu à la traîne des États-Unis dans ce dossier ? Pas du tout, parce que Benjamin Netanyahou a prouvé lors de ces 2 dernières années, en tout cas depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, que tout ce qui a été fait, notamment sur le dossier iranien, a été fait réellement communément par Israël et les États-Unis. On se rappelle bien évidemment Am Kelavi et le niveau de partenariat entre les deux États et entre les deux armées, étant donné que le summum avait bien évidemment été l'attaque des sites nucléaires par les bombardiers américains. Donc en fait, le problème, c'est toujours le même, c'est une mauvaise lecture, notamment non seulement de Donald Trump, qui est bien souvent et très souvent vu comme quelqu'un de lunatique. On essaie de nous le décrire comme quelqu'un d'instable, notamment en Europe, dans l'ensemble des médias, alors qu'il va avoir en fait une approche qui est toujours systématique. Il va d'abord menacer, il va essayer de créer ce qu'on appelle un leverage, il y a un effet de levier en fait dans les négociations pour essayer d'obtenir ce qu'il essaie d'obtenir, mais il ne va en fait jamais revenir sur son propos. Le propos de Donald Trump, c'est qu'il allait aider, venir en aide à ces Iraniens qui ont été matraqués. Je rappelle que le président américain a donné le chiffre de 32 000 personnes. C'est absolument énorme. C'est alors qu'il s'agit de non-belligérants et de personnes qui sont seulement sorties manifester. Voilà, vous voyez, sur tout le conflit avec Gaza, même selon les chiffres du Hamas, on parlerait de 70 000 personnes. Donc vous voyez un peu le drame qui s'est passé en Iran. Alors bien évidemment, personne ne manifeste parce qu'on peut pas dire de la rive au Jourdain lorsqu'il s'agit de l'Iran. Mais je pense, Donald Trump est sérieux. 2, il est complètement en phase avec Benjamin Netanyahou. 3, il faut comprendre que mettre en place une réelle coalition et d'aligner, j'allais dire, toutes les facettes avant l'attaque, c'est quelque chose qui est essentiel pour Donald Trump. C'est pas pour rien, par exemple, que l'Union européenne a fait rentrer les gardiens de la révolution dans la liste des mouvements terroristes il y a quelques semaines. Ça faisait partie de cette préparation, parce que la préparation n'est pas seulement militaire, c'est pas seulement un nombre de porte-avions et un nombre de chasseurs bombardiers qui sont à 4000 km de l'Iran. Mais donc le fait que vous pensez que ça fait partie, on va dire, de la nécessité, on va dire des certaines nécessités sécuritaires de rester en retrait un petit peu au niveau d'Israël aujourd'hui en attendant le début d'une attaque américaine. Bien sûr, ça fait partie du plan, parce qu'il faut pas oublier que à la fin de Am Kelavi, le cessez-le-feu qui est acté entre Israël et l'Iran, il est acté sous l'égide des États-Unis. Voilà, c'est Donald Trump. Vous vous rappelez de cette fameuse scène? On a une trentaine d'avions qui sont en direction de Téhéran, et puis on se rappelle de cette scène où Donald Trump dit non, il doit faire demi-tour, il faut que ça s'arrête, etc. Il faut qu'il y ait le cessez-le-feu. Donc en fait, on ne veut pas réouvrir nous de façon unilatérale les hostilités. On pourrait, parce qu'on sait effectivement qu'ils ont outrepassé les termes de ce cessez-le-feu, mais on a tout à gagner ici d'être dans l'ombre des Américains, et je pense que lorsque l'action commencera, parce qu'elle va commencer, il s'agit d'être un peu patient. Il n'y a pas réellement un scénario où il n'y a pas de phase 2 dans les semaines qui arrivent en Iran. Eh bien, Israël sera partie prenante du conflit, presque un axe majeur, j'ai envie de dire.
Alors tout cela nous amène d'une certaine manière à la proximité des élections. C'est peut-être pas aussi une mauvaise affaire pour Benyamin Netanyahou de mener, on va dire, une confrontation directe avec l'Iran à proximité des élections. C'était un peu ce qui s'était passé à l'époque avec Menachem Begin en 1981. Mais je voudrais revenir avec vous sur les préparatifs de ces élections. Et au Likoud, on commence à s'agiter un petit peu en publiant des sondages sur, on va dire, la formation, on va dire la composition de la liste électorale, la prochaine liste électorale, et on découvre, on va dire, des changements assez intéressants. On remarque que par exemple aujourd'hui, le député le plus populaire au Likoud, selon ces sondages bien entendu, c'est Amir Ohana qui est le président de la Knesset. Derrière lui, Amichai Shikli, Almog Cohen, Tali Gottlieb, Boaz Bismuth, Moshe Saada. Ce sont des députés qui sont relativement nouveaux dans la classe politique israélienne, peut-être à l'exception de Amir Ohana, et il rétrograde, on va dire, des personnalités comme Yariv Levin, comme Israël Katz, comme Shlomo Kari, comme Eli Cohen, bien plus loin dans la liste électorale. Vous êtes étonné par un sondage de ce type, par ce classement ? Alors j'ai participé à un de ces sondages ces derniers jours. D'abord, je pense pas qu'il s'agisse réellement d'un groupe représentatif au niveau de l'approche, mais je pense effectivement que la question est bonne. Bien évidemment, Amir Ohana est à mettre à part, mais si vous voulez, l'axe Saada Gottlieb, c'est bien évidemment l'axe qui a mené, j'allais dire, l'approche la plus agressive et la plus ferme vis-à-vis du système judiciaire israélien et vis-à-vis du parquet. On se rappelle que même Rothman, qui est pourtant le chef de la commission judiciaire de la Knesset, qui est vraiment pas un grand fan des institutions en place, a eu à reprendre Moshe Saada et Gottlieb dans sa commission à plusieurs reprises ces dernières semaines. Donc je crois que c'est représentatif du sujet qui fait vraiment mal ces derniers temps. C'est bien sûr le suractivisme de la Cour suprême, c'est bien sûr ces arrêts judiciaires qui sont donnés à n'en plus finir, qui s'immiscent dans toutes les décisions du gouvernement. Alors peu importe la décision, on a un arrêt qui est sorti par la Cour suprême, et tout simplement les électeurs en ont marre parce que ils se disent on a été voté, on a voulu par exemple une réforme dans dans les médias, on a voulu la fermeture de Galey Tzahal, chose que quasiment la totalité des ministres de la Défense des 30 dernières années avaient évoqué d'une façon ou d'une autre, et puis lorsque c'est nous qui le faisons, eh bien il y a tout de suite un arrêté de la Cour suprême pour interdire au final au pouvoir en place de réaliser ces décisions. Et ce ras-le-bol, en fait, il n'a pas diminué lors de ces dernières années, il a juste amplifié. Il a amplifié à cause du superactivisme de celui qui est à la tête de la Cour suprême aujourd'hui et j'allais dire de ses collègues ultra activistes aussi, notamment comme Barak Erez. Aujourd'hui, tout simplement, les électeurs de droite en ont marre. Ils ont l'impression qu'ils vont voter pour rien, et donc ça se traduit par ce soutien à ces députés qui ont effectivement une vision très claire de la lutte sur ce point-là. Je rappelle encore ce qui s'est passé avec la chef du parquet militaire, Tomer Yerushalmi, et le fait qu'on ne cesse de mettre des bâtons dans les roues des personnes qui essaient de redresser et de chercher et de creuser ce qui s'est réellement passé. Et je rappelle, parce que ça c'est vraiment quelque chose pour moi c'est incompréhensible, il y a des milliers d'Israéliens qui ont été mis sur écoute, on a fouillé leur vie privée, on a fouillé leur téléphone sans aucun texte de loi, aucune autorisation. Sur cette base-là, alors bien évidemment, pendant des années, ils ont menti, d'accord, le parquet a menti, la police a menti en disant que ce n'était pas le cas. Dans des interviews en prime time, l'ancien chef de la police a juré qu'il n'y avait pas tel et tel outils agressifs pour aller fouiller la vie privée des gens à la police. Tout ça, c'était des mensonges
mensonge. Et lorsqu'on nomme une commission pour essayer d'aller creuser en toute foi et loi, eh bien cette commission, on lui met tellement de bâtons dans les roues qu'elle doit déposer le bilan et qu'elle doit cesser ses activités. Ça, c'est une vraie atteinte à la démocratie. Alors ça, pour le coup, le respect de la vie privée, ça c'est une des pierres angulaires. Et je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle l'opposition ne cesse de couler dans les sondages, c'est qu'aussi elle est incapable de répondre à ce genre de préoccupations. Comment on peut laisser une telle chose arriver? Je ne sais pas si vous avez lu, Daniel, l'interview de celui qui était à la tête de cette commission. Là, vraiment, on est sur des dossiers qui sont des dossiers graves. Oui. Et l'électeur standard du Likoud, il réagit. Il se dit qu'au niveau sécuritaire, il fait confiance à Benjamin Netanyahou. Voilà, après ce qui s'est passé ces 2 dernières années, il se dit, d'ici la guerre, on en aura fini avec le Hamas, on aura largement avancé avec l'Iran, on fait déjà face à un nouveau Moyen-Orient, mais par contre, sur ce sujet-là, sur ce dossier-là, on n'a pas avancé suffisamment. Alors, d'une certaine manière, on peut dire aussi que c'est une liste électorale, en tout cas celle qui se profile selon ces sondages, qui est entièrement vouée à un soutien conditionnel à Benjamin Netanyahou. C'est pas un peu surprenant de ne pas avoir, on va dire, la moindre opposition, on va dire, au Premier ministre dans une liste électorale comme celle-là? D'abord, on sort d'une nuit où Benjamin Netanyahou a essayé de valider de valider ce texte du ministre de la Finance qui nous permettait donc d'importer des éléments sur Internet jusqu'à $150, etc. Et puis vous avez là-bas 5 voire 6 députés qui ont fui la Knesset, qui n'ont pas répondu alors que que Benjamin Netanyahou essayait de les appeler. Donc vous voyez que mais même lui-même n'a pas participé au vote, hein, lui-même n'a pas participé au vote, mais lui il n'était pas censé y être. Mais lorsque vous avez 5 députés qui appartiennent vraiment au fin fond de la liste du Likoud, qui sont en train de mettre en danger des réformes financières, notamment par rapport au lait, mais pas simplement au lait. Là, vous voyez tout le monde. Un sondage sur la chaîne de Amit Segal parlait de 91% des Israéliens qui étaient favorables à ce changement fait par Bezalel Smotrich. Vous comprenez bien qu'on a là certains députés du Likoud qui sont des marionnettes pour des grands groupes et des monopoles, duopoles, triopoles locaux, et ça c'est absolument catastrophique. D'un autre côté, et ça je pense que c'est la particularité du Likoud et c'est la beauté du Likoud, vous voyez qu'Amichai Shikli et Almog Cohen, qui n'ont pas grandi au Likoud, qui faisaient partie d'autres formations politiques, ils arrivent, ils ont fait un très beau score, et ils sont soutenus parce qu'ils ont fait un bon mandat, parce qu'ils ont réussi à se détacher, parce qu'ils ont réussi, vous voyez, ils ont réussi à se positionner sur la scène politique israélienne. Et c'est aussi ça, Likoud. Ça permet à ce genre de personnes de percer. Et je dis à Winter, si tu cherches une maison politique, viens au Likoud. Très étonné de voir quelle place il obtiendrait aux primaires au Likoud. Ouais, c'est intéressant. Donc c'est une perche que vous tendez d'une certaine manière à Ophir Winter, le général Ophir Winter, qui cherche sa voie dans l'échiquier politique israélien actuellement. En tout cas, c'est très intéressant comme d'habitude de dialoguer avec vous, Raphaël Hamzalag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler à la fois donc de la position de Benjamin Netanyahou dans le dossier iranien face à une possible offensive américaine en Iran, et puis donc de ce sondage sur la composition de la future liste électorale du Likoud. On aura l'occasion certainement d'en reparler d'ici les élections, même d'ici la campagne électorale. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci, Daniel. Bonne journée. La fête de Pourim approche, et Pourim, c'est sympa. On fait la fête, on se déguise, on boit un coup, mais avant ça, nos rabbins ne manquent pas de nous rappeler l'importance d'écouter la Megillah, l'histoire de la reine d'Esther, une histoire, pourrait-on croire, pleine de hasard. Par un concours de circonstances, une jeune femme juive devient reine, un roi insomniaque ouvre le bon livre, à la bonne page, la bonne nuit. Un tirage au sort s'opère et, clou du spectacle, la potence construite pour la mise à mort de Mordechai sert finalement pour Aman. Hasard, hasard et triple hasard. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie le mot Pourim, le hasard, le sort, alors même que la Torah réfute ce concept. Et là, si vous voulez bien, arrêtons-nous un instant. Je voudrais vous parler d'un extrait génial, d'une œuvre géniale, j'ai nommé « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera. Il est question dans cet extrait du roman Anna Karénine,
La rencontre entre Anna et Vronsky se fait dans une gare. Ils se trouvent sur le quai quand quelqu'un se jette alors sous un train. À la fin du roman, spoiler alerte, c'est Anna qui se jettera sous un train. Et non, nous dit Kundera, ce n'est pas un truc de roman que de retrouver l'association de la gare à la mort à la fin du roman. C'est exactement comme ça que l'homme compose sa vie, en faisant d'un événement fortuit, comme une mort dans une gare, un motif chargé de sens, décisif, fatal. Et le roman, lui, souligne seulement ces motifs. Il attire notre regard sur ce désir d'harmonie qui est en nous, sur notre tendance à imposer au monde et à nous-mêmes une structure esthétique. Quel rapport avec Purim ? J'y viens. De la même façon que l'homme refuse, selon Kundera, de laisser sa vie aux mains du hasard, les personnages de la Megillah ne se résignent pas au sort qui semble les gouverner. Sans attendre une spectaculaire intervention divine, Esther et Mordechai agissent et prennent les devants. Et c'est là, au fond, le point commun entre Kundera et Purim. Quand tout paraît fragmenté, opaque, livré aux coïncidences, même quand tout semble hasardeux, l'homme conserve en fait une prise sur le monde. Chez Kundera, cette prise est esthétique. Elle suppose d'affiner son regard. Dans la Megillah, elle est existentielle. Et peut-être que c'est cela, le cœur du propos. Le monde peut sembler livré au hasard, mais l'homme, lui, n'est jamais dispensé d'y prendre part. Eh bien, la manchette du Yediot Aharonot de ce mardi matin est en forme d'hommage au peuple iranien. Un peuple iranien qui ne renonce pas, titre le Yediot Aharonot sur près de 2/3 de sa première page, avec en illustration une photo de l'une des manifestations de protestation des étudiants iraniens hier à Téhéran, avec dans la foule, il faut le souligner, de nombreuses femmes voilées. Et en sous-titre, le Yediot Aharonot souligne le courage de ces étudiants qui risquent leur vie. Le journal cite un professeur d'une université iranienne qui adresse un message clair à Israël et aux États-Unis. Nous comptons sur vous. En attendant l'arrivée, on va dire, des forces israéliennes et américaines, bien sur le plan sécuritaire, les Américains continuent de renforcer leur armada avec le porte-avions de Gerald Ford qui approche des côtes israéliennes. Il est pour l'instant aux abords des côtes de l'île de Crète. Le Israël Hayom lui aussi mentionne en évidence le dossier iranien sur sa première page et il fournit ce matin une estimation. Les préparatifs militaires des Américains ont dépassé le point de non-retour et le Israël Hayom affirme en sous-titre « Impossible de disperser une telle armada déployée par le président Trump dans la région sans une seule attaque ». Probablement donc contre le régime iranien. Et le journal indique que pour l'instant, il semble que seuls Steve Witkoff et Jared Kushner considèrent qu'il est encore possible d'éviter une confrontation et de parvenir à conclure un accord avec les Iraniens. Le Maariv, lui, parle de forces américaines qui sont actuellement stationnées, y compris sur l'aéroport Ben Gurion. Et le site d'information du Maariv annonce que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a annulé ou reporté la visite qu'il devait effectuer en Israël, ce qui laisse penser que l'offensive américaine approche. Sever Ploutsker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, apporte dans son journal une réponse claire à une question que des millions de personnes se posent dans le dossier iranien. Pourquoi le président Trump n'a toujours pas donné son feu vert à une opération militaire américaine contre le régime iranien ? Et cette réponse, selon Sever Ploutsker, c'est que Donald Trump considère qu'il n'a pas encore dans la conjoncture actuelle de légitimité nationale et internationale pour lancer une telle attaque. En d'autres termes, parce que Trump est incapable de répondre à la question de savoir pourquoi devrait-il lancer une attaque contre le régime des Mollahs. Aucune des conditions justifiant une telle attaque ne serait réunie. Les Iraniens négocient, ils sont prêts à renoncer à l'enrichissement de leur uranium et même le développement de leur programme de missiles balistiques ne peut être considéré comme un casus belli, dixit donc Sever Ploutsker dans le Yediot Aharonot. Quant à Shahar Kleinman dans le Israël Hayom, il nous détaille dans son analyse les préparatifs de l'axe terroriste à une opération militaire américaine contre le régime iranien. Son article est intitulé « De Tzana à Beyrouth, l'axe terroriste proche de l'Iran se prépare ». Il explique que les Houthis s'entraînent actuellement sur de fausses cibles, qu'au sein de la direction du Hezbollah, on considère qu'il faut reprendre les armes pour voler au secours des Iraniens. Idem pour les milices terroristes en Irak. De facto donc, alors que l'on attend une offensive américaine, les proxys de l'Iran risquent de transformer cette opération en une guerre multifront. Et dans ce contexte de tension militaire, le Maariv se fait ce matin l'écho d'une tension
entre la Maison-Blanche et le Pentagone. Au Pentagone, des généraux affirment que l'armada déployée au Moyen-Orient ne dispose pas de suffisamment de munitions et de bombes pour frapper durement le régime iranien. Ils insistent aussi sur le refus de plusieurs pays alliés des États-Unis de cautionner une attaque américaine. Mais à la Maison-Blanche, on s'insurge contre, je cite, ces fake news. Le président américain Donald Trump l'a dit durant la nuit et il a durci le ton à ce sujet. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette aux officiers de l'armée de métier de Tsahal. Le journal se penche en effet sur ce qu'il appelle en manchette la crise des officiers de métier dans Tsahal. En sous-titre, le Israël Hayom explique que les conditions salariales de ces officiers ne sont guère séduisantes, que la mission est souvent épuisante, surtout pour les officiers de combat, et que le prestige de l'uniforme n'est plus comme avant. Des milliers d'officiers de grade médian comme commandant ou lieutenant-colonel ont quitté l'armée au cours des dernières années, ce qui a conduit Tsahal à se retrouver dans une situation critique, une situation qui pourrait même, selon certaines estimations, mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. Un officier supérieur reconnaît que l'engagement de ces officiers doit être total, que le salaire ne leur permettra pas de faire fortune. C'est un dossier très intéressant présenté dans le Israël Hayom ce matin par Lilar Chouva. Restons dans le Israël Hayom avec l'analyse d'Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal, sur un autre dossier, cette fois sécuritaire, celui du désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. Selon Ariel Kahana, le gouvernement de technocrates palestiniens qui doit gérer la crise et la situation dans la bande de Gaza devrait présenter d'ici le mois de mars un plan de désarmement du mouvement terroriste, un plan qui se concrétiserait sous les auspices des pays qui ont signé le plan Trump. Pour l'analyse diplomatique du journal, aucune force militaire étrangère n'acceptera de pénétrer dans la bande de Gaza tant que le Hamas ne sera pas totalement désarmé. Le refus du mouvement terroriste risque, selon Ariel Kahana, de mettre à nouveau le feu aux poudres dans la bande de Gaza. Et ce matin, le Yediot Aharonot nous propose dans sa page éditoriale une analyse de Ben-Sion Davidi autour de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et le message que Davidi, qui est le vice-président du conseil régional de Samarie, fait passer est un message d'unité, de solidarité nationale. Il écrit: toute loi qui ne marquera pas un véritable tournant dans l'approche du monde orthodoxe concernant le service militaire est une loi que l'État d'Israël ne peut se permettre de voter dans une réalité dans laquelle une partie de la population porte le fardeau sécuritaire et une autre partie ne le porte pas. Il n'est pas possible que des maris prennent à nouveau congé de leur épouse pour aller défendre le pays alors que d'autres continuent à étudier la Torah, car c'est de l'avenir d'Israël dont il est question et Israël a besoin d'une loi qui renforcera la solidarité nationale. C'est l'heure de vérité pour la direction du monde orthodoxe et pour l'ensemble de la société israélienne, écrit Ben-Sion Davidi. Et puis le second grand titre du Yediot Aharonot de ce matin nous ramène au massacre du 7 octobre, avec une question clé pour les habitants de Kfar Aza, le kibbutz durement touché pendant cette terrible journée. Doit-on détruire les maisons du quartier des jeunes de Kfar Aza qui a perdu ce jour-là 11 de ses membres? Une partie importante de ces maisons ont été détruites. Et la question de savoir, est-ce que le kibbutz doit reprendre une vie normale ou bien doit-il conserver comme monument du souvenir ce quartier dévasté? Le reportage de Ronnie Green Shaoulov nous montre également comment le kibbutz s'est déjà en grande partie reconstruit, ce qui est symbole d'optimisme et d'une solide résilience. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par la chaîne 11, la chaîne publique de la télévision israélienne, qui a révélé hier soir le nom de la chanson qui représentera Israël à l'Eurovision, prochain concours de l'Eurovision. Cette chanson s'appellera Michel, elle sera interprétée bien évidemment par Noam Bétan. La chanson elle-même sera dévoilée en fin de semaine. On sait seulement que Noam l'interprétera en hébreu, en anglais et en français, le français qui est sa langue maternelle. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le professeur Cyril Aslanov. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu spécialement pour l'occasion dans notre studio. Et l'occasion, elle est importante puisque aujourd'hui nous sommes le 24 février et nous marquons le 4e anniversaire de cette interminable guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors je voudrais qu'on essaye de faire le point pour nos auditeurs parce qu'il faut bien avouer, Cyril, que ça fait plusieurs mois que l'on ne parle pas ici dans ce studio de la guerre entre l'Ukraine et la Russie parce on n'a pas le sentiment qu'elle a un impact direct sur la réalité israélienne, sur la réalité sécuritaire. Je voudrais que vous nous aidiez à faire un point, d'abord un panorama général. C'est-à-dire aujourd'hui, qui
qui domine dans cette confrontation entre les Russes et les Ukrainiens? Actuellement, il y a une stagnation du front. Les Russes avancent de quelques centimètres carrés et perdent chaque jour plus de 1000 combattants. 1000 soldats russes qui sont tués chaque jour. Chaque jour au bas mot, parfois c'est plus. Mais il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'au moins 1000 combattants meurent sur le front, sacrifiés par ce régime autocratique qui a un réservoir humain relativement abondant et qui ne donne aucune valeur à la vie humaine. De l'autre côté, les Ukrainiens sont devenus experts dans l'art de manier les drones. Ils ont moins de pertes. Ils sont aussi sur un front plus cohérent puisqu'ils arrivent à, en quelque sorte, concentrer leurs forces et réagir sur les maillons faibles de leur système de défense face à l'envahisseur russe. Alors ça c'est le point. Si rien ne se passe, la guerre va être interminable, éternelle. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un déclic pour que l'on mette fin à ce conflit? Aujourd'hui, les experts de géopolitique parlent de 7 scénarios possibles. Le pire, une dégénération qui transformerait le conflit ukrainien en l'un des foyers de conflit dans une perspective de Troisième Guerre mondiale hybride. Et le meilleur scénario qui est que Poutine décide que c'en est terminé de la guerre. Il a le pouvoir absolu de décider que la mission est remplie et que maintenant on arrête tout et on s'assied à la table des négociations. Oui, mais s'asseoir à la table des négociations, qu'est-ce qu'il peut obtenir aujourd'hui? Qui est en position de force aujourd'hui? Est-ce que c'est encore Zelensky ou... Ça dépend comment on définit la force. La force brutale de quelqu'un qui sacrifie 1000 Russes par jour, est-ce que c'est une force? La résilience et la capacité de faire front chaque jour, chaque heure, chaque minute contre un envahisseur extrêmement brutal, dans une perspective strictement tactique, je pense que les Ukrainiens arrivent à gérer le terrain. Dans une perspective géostratégique, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, Trump a complètement laissé tomber l'Ukraine. Malgré une opinion publique américaine en faveur de Zelensky, même dans les rangs des républicains, des électeurs républicains. Même au sein du Congrès, il y a aux États-Unis, dans l'opinion publique, une volonté d'aider Zelensky. Et Trump, visiblement, est aussi dans une dérive illibérale. Son rêve est d'être un autocrate. Il est en train de manipuler la Constitution et les institutions. Il ne respecte pas l'opinion publique, même au sein de son parti. Alors, concrètement, si on est dans cette situation, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à un conflit si même les Américains, si même Donald Trump, qui se prétend être le chantre de la paix internationale, ne s'intéresse plus à ce dossier? Eh bien, il faudrait, au niveau de la politique intérieure américaine, que l'opinion publique fasse peur à Trump et qu'il change d'avis. Il a l'habitude de changer d'avis. Vous savez bien, il est assez versatile et il passe facilement d'un extrême à l'autre. Il faudrait que, au sein même des institutions américaines, au sein même de ce qu'il méprise comme étant le deep state, des gens de bonne volonté arrivent à réinfléchir la politique extérieure américaine afin que l'Ukraine ne soit plus abandonnée à cet agresseur monstrueux qui s'appelle la Fédération de Russie. Alors je voudrais que l'on mesure avec vous aussi l'impact de cette guerre sur les deux communautés juives parce qu'elles sont importantes de Russie et d'Ukraine. Au début de la guerre, lorsque l'on suivait de près presque chaque jour ce qui se passait, on a bien entendu appris qu'il y avait une alia massive, on va dire, des deux pays, de l'Ukraine et de la Russie. Ensuite, on a même eu le sentiment qu'il y avait une partie de ces Olim qui était montée presque par forcée, et qui étaient repartis dans leurs pays respectifs. Où on en est à ce niveau-là et quel impact ce conflit a aujourd'hui dans la communauté juive russe et dans la communauté juive ukrainienne? Alors, il ne faut pas forcément parler de communauté. On parle d'une minorité nationale juive en Ukraine et d'une minorité nationale juive en Fédération de Russie. D'une manière générale, il faut replacer la Aliyah
dans une perspective plus globale où tous les hommes âgés de 18 à 60 ans en Ukraine n'ont pas le droit de sortir. Oui. Et ils sortent par des passe-droits. On voit beaucoup de voitures ukrainiennes en Europe. Ce sont des gens qui ont réussi à sortir. C'est plutôt des femmes, mais aussi parfois des hommes qui ont fait actionner des passe-droits. Oui. En Russie, c'est beaucoup moins systématique. Sans être déserteur, en fait. Hein. Il s'agit d'une désertion formelle. Oui. Disons, dans les formes. En respectant plus ou moins la loi. On peut toujours se faire passer pour pâle, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il faut voir la Aliyah des Juifs d'Ukraine comme une partie de cette tendance à vouloir échapper à ce pays qui est véritablement dans une très mauvaise passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des bombardements incessants et intensifs qui frappent ce pays, qui détruisent les systèmes de chauffage et d'approvisionnement en énergie qui font que la vie est devenue vraiment impossible. En Russie, c'est beaucoup plus aléatoire. La Russie est beaucoup plus grande et beaucoup plus chaotique. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le début de la guerre, beaucoup de jeunes gens ou des gens en âge de porter des armes ou des gens qui risquaient d'être envoyés au front de façon arbitraire sont partis de Russie. Beaucoup de gens qui avaient une opinion négative de cette guerre ont été obligés de partir. Beaucoup sont allés en Géorgie, dans les Émirats arabes unis, en Europe occidentale, en Angleterre, et ceux qui pouvaient faire valoir leur origine juive sont allés souvent en Israël. Donc il faut toujours voir ces aliyot comme une partie de cette tendance pour tous les citoyens de Russie ou d'Ukraine de préférer ne pas se trouver dans ces pays qui sont aux prises, disons, qui se livrent une guerre qui coûte très cher en vie humaine et qui fait que les hommes en âge de porter des armes, parfois même les femmes dans le cas de l'Ukraine, puisque les femmes combattent aussi dans l'armée ukrainienne, risquent leur vie en participant à une guerre qui, tout compte fait, est absurde. Oui. C'est effectivement un peu ce sentiment. Est-ce que finalement ces aliotes, ces juifs ou originaires d'origine juive qui sont montés en Israël ces 4 dernières années sont restés ou ils sont repartis? Alors, pour beaucoup de gens, Israël est une option parmi d'autres. Un juif d'Ukraine peut aussi aller en Allemagne. En Allemagne, il n'est pas moins bien traité qu'en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes sociaux, puisque l'Allemagne a accueilli une très grande quantité de juifs post-soviétiques. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui dure déjà depuis plusieurs décennies, où dans une famille juive russe ou ukrainienne, ou biélorusse, enfin, il y a souvent une situation où les membres de la famille sont répartis dans plusieurs pays. Et le fait de rester en Russie est devenu difficile, sauf pour ceux qui sont proches du système. Il y a des gens de la vieille génération qui ont un avantage à rester dans ce pays parce qu'ils n'ont pas cet esprit critique qui anime les jeunes intellectuels aujourd'hui en Russie, surtout quand ils sont juifs ou d'origine juive, qui fait que un juif est Ben Chorin, finalement. Et quand il n'est pas Ben Chorin, ça veut dire qu'il a perdu sa Yiddishkeit. Et donc, les vieux Russes, les vieux Juifs russes, qui n'ont pas tellement connu autre chose que le régime communiste et ce qui en restait dans le monde post-soviétique, ne sont pas capables de développer des instruments critiques de ce qui se passe en Russie. Leurs enfants, petits-enfants, vomissent ce régime et se retrouvent qui en Géorgie, qui en Israël, qui en Allemagne, qui au Canada ou dans d'autres pays qui accueillent ces gens, soit avec le statut de réfugiés, soit avec le statut un peu ambigu. Il y a pas mal de jeunes Russes, juifs ou pas juifs, qui ne sont pas réfugiés, mais qui arrivent à ne pas y aller et qui parfois y reviennent très discrètement. Alors je voudrais avoir aussi votre appréciation sur Vladimir Poutine. Il semble aujourd'hui totalement indétrônable, c'est-à-dire il n'y a aucun moyen de mettre fin au régime de Poutine ? Poutine est non seulement indétrônable, mais il est même immortel. Il paraît qu'il développe des cures pour rester vivant jusqu'à 150 ans. Dans le folklore des contes russes, on appelle ça le squelette éternel, Kashey Besmirtny. Il n'est rien d'autre qu'un Kashey Besmirtny. Seulement dans le conte russe qui parle du squelette éternel, il y a un moyen de tuer le squelette éternel, c'est de casser une
aiguille qui est dans un œuf qui est au sommet d'un arbre cosmique. Ouais. Il faudrait trouver le courageux prince qui arrivera, grâce à l'aide d'oiseaux ou de brochets ou d'autres animaux, à casser l'aiguille de cet homme qui prétend non seulement rester au pouvoir jusqu'à des lustres, on parle de 2036 au bas mot, mais qui même pense qu'il pourrait vivre 150 ans. Oui. Ce qui est un cauchemar, parce que c'est la plus grande nuisance actuellement dans l'humanité. Alors, tout cela nous amène, parce que c'est une question incontournable aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Iran ici, on se pose la question, et pas plus tard que hier, on interviewait un géopolitologue qui parlait justement d'un accord qui a été conclu qui a été conclu en décembre dernier et rendu public il y a quelques jours entre l'Iran et la Russie sur la vente de systèmes de défense russes à l'Iran, parce que l'Iran faisait cruellement défaut. Il y a une étroite coopération entre l'Iran et la Russie. Comment, dans ce contexte, on explique la politique de Benyamin Netanyahou, qui semble toujours être un petit peu complaisante envers Vladimir Poutine, comme si il s'agissait de vieux amis qui n'osaient pas se chamailler? Bon, des amis, c'est un peu... Oui, exagérons. Exagéré. Dans les relations entre Poutine et Netanyahou, Netanyahou faisait croire au public israélien qu'il avait d'excellentes relations avec Poutine, mais moi j'ai été témoin de la manière dont Poutine humiliait Netanyahou au niveau du protocole. Oui. Netanyahou n'est rien aux yeux de Poutine. Il y a une tradition israélienne qu'on appelle la diplomatie multivectorielle. Oui. Qui n'est pas forcément cohérente, mais qui repose sur un pragmatisme et une réelle politique qui a des origines très très anciennes, puisque Ben Gurion, déjà en 1944, disait « Il faut faire la guerre au livre blanc comme s'il n'y avait pas la guerre avec Hitler, et il faut faire la guerre du côté britannique contre Hitler comme s'il n'y avait pas le livre blanc ». Ce pragmatisme, qui n'est pas à l'abri de certaines contradictions, est logique dans une perspective de ce qu'on pourrait appeler la téléologie, le but à atteindre. Quand il y a un but à atteindre, la création de l'État d'Israël en 1948, sa capacité à survivre dans un environnement hostile en 2026, eh bien, on n'est pas forcément cohérent apparemment, même s'il y a une cohérence cachée qui est un désir d'être ami avec des gens qui eux-mêmes ne sont pas amis. Oui. Alors là concrètement, c'est-à-dire Israël veut lutter contre l'Iran, destituer le régime iranien, mais ne semble pas vouloir froisser Poutine. C'est une vision exacte? Dans un comeback de ce qui se passait dans les années 70, quand le bloc soviétique était fortement hostile à Israël, oui. Quand on voyait des terroristes palestiniens entraînés par les Tchèques ou les Tchécoslovaques ou l'Allemagne démocratique, quand on voyait tout un système hostile à Israël, quand on voyait même une participation active d'avions soviétiques pendant la guerre d'attrition en 1970 et probablement aussi en 67, et où néanmoins Israël n'a jamais renoncé à maintenir des relations diplomatiques avec la Roumanie de Ceausescu, qui prétendait qu'il était un oiseau libre au sein du camp soviétique. Donc, évidemment, la Roumanie, ce n'est pas aussi important que ce qui se passe maintenant, mais c'est un précédent dans l'histoire de la diplomatie israélienne du fait qu'il n'y a pas forcément de cohérence, apparemment, dans cette diplomatie multivectorielle, la cohérence étant, en fait, très claire dans une perspective postmoderne où les axiomes de non-contradiction sont aisément balayés. C'est un peu le même jeu auquel joue Donald Trump aussi avec Poutine, non, d'une certaine manière? Oui, sauf que chez Donald Trump, c'est un mouvement de balancier. Israël a une longue expérience de la diplomatie multivectorielle. Mais vous avez parlé de la Russie et de ses relations pas trop mauvaises avec Israël. Vous avez parlé du fait qu'il y a... Non, parce qu'elle reste pas trop mauvaise en dépit du fait que, par exemple, il y a plus les forces russes ont quitté la Russie, elles sont beaucoup moins présentes. La Syrie, pardon. Oui. Elles sont beaucoup moins présentes. Et pourtant, finalement, on se maintient. On avait dit que c'était des relations sécuritaires d'intérêt, mais là... Il faut voir aussi un autre facteur que vous avez oublié.
il y a la Chine derrière. Ah oui. Et la Chine, c'est un pays qui est aussi maître de la diplomatie multivectorielle. Et dans ce trio bizarre, on pourrait même dire un quatuor, où il y a Israël, les États-Unis, la Russie et la Chine. Il faut comprendre que le cauchemar des États-Unis, c'est la Chine. Et pourtant, Israël a d'excellentes relations avec la Chine. La Russie est un pays terroriste, hostile, autocratique, et Israël n'a pas rompu ses relations avec lui. Mais vous savez, ce n'est pas le seul. L'autre jour, j'étais à l'aéroport de Genève et j'étais frappé, dans ma naïveté, de voir un avion de Aeroflot, la compagnie nationale russe, sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Oui. Je pensais que les Suisses, quand même, avaient plus de dignité. Mais en fait, les Suisses et les Israéliens ont, par rapport à la Russie, ce même genre de neutralité complaisante qui peut s'accompagner d'arrière-pensée. Mais aujourd'hui, c'est la visite de Modi ou demain. Oui, demain. Et c'est l'exemple même du fait qu'Israël assure ses arrières. C'est-à-dire qu'on est amis avec la Chine, on n'est pas trop critique de la Russie, on est évidemment amis des États-Unis, mais l'Inde, avec sa diplomatie également très multivectorielle, pourrait être un plan B dans ce ballet où les gens croient qu'ils dupent les autres. Alors, on est dans l'ère de la diplomatie multivectorielle. Une dernière question, vraiment en un mot. La fin de la guerre ? Eh bien, soit, vous parlez de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, bien sûr. Soit elle dégénère en une troisième guerre mondiale hybride, comme je vous l'avais dit, avec toutes sortes de conflits tout aussi terribles que le conflit russo-ukrainien dans des tas d'endroits du globe. Et le Moyen-Orient serait malheureusement l'une des scènes de ce conflit multifocal et hybride qu'on pourrait appeler déjà la Troisième Guerre mondiale, ou bien Poutine décide du jour au lendemain que ça suffit. Il faut savoir que l'establishment économico-financier de la Russie fait des pressions sur Poutine. Parce qu'ils en ont assez de perdre de l'argent. Eh bien, voilà, c'est peut-être l'argent, le nerf de la guerre, mais qui sera peut-être le nerf de la fin de la guerre aussi. Et, merci beaucoup, professeur Cyril Aslanov, d'être venu dans notre studio ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Milan, à Aix-en-Provence et aussi en Israël. Accessoirement en Israël. Italie, oui. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Bonjour Yitzhak, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de la communauté d'Or HaChaim, vous êtes le président du Mizrahi France, il faut le souligner, et que vous êtes aussi élu local à Saint-Brice, où s'est produit un acte antisémite que je voudrais que vous nous détailliez pour nos auditeurs. Alors oui, malheureusement, un énième acte qu'on découvre en France, à Paris, Île-de-France et surtout à Saint-Brice, une communauté où une grande communauté juive habite, autour de 5000 habitants, 5000 juifs habitants sur 15 000 résidents sur Saint-Brice. Une nouveauté malheureusement, puisque Saint-Brice a toujours été une petite bourgade, une petite ville assez calme, où vivent correctement les juifs et les non-juifs sans aucun problème. Et là, on remarque de plus en plus de jeunes venant de villes voisines, de profils très jeunes, 14, 15 ans, qui viennent chercher souvent le week-end, souvent Shabbat, lorsque nos jeunes se baladent dans les différents parcs ou dans les différentes résidences et viennent racketter, challenger, défier nos jeunes. Et malheureusement, on constate que ces jeunes sont souvent des délinquants qui se baladent en moto, en scooter, sans casque, sans plaque, parfois avec des véhicules volés. Et ça crée un climat compliqué pour la communauté juive, pour les parents qui sont inquiets pour nos jeunes. Et de manière générale, le climat en France contre l'antisémitisme est très compliqué en ce moment. Alors, ce genre d'agression, elle est fréquente, vous le dites ? C'est presque une habitude ou c'est quand même assez marginal ? Alors, il faut relativiser les choses. Oui. Saint-Brice reste quand même une ville assez calme de manière générale et c'est peut-être ça qui choque le plus puisque les Juifs qui ont toujours vécu ici n'ont jamais connu cette violence qu'on a pu connaître peut-être dans des villes voisines. Je rappelle que nous sommes à quelques minutes de Sarcelles ou de Garges qui sont notoriamente connus pour les difficultés que la communauté juive a pu rencontrer et surtout liées à l'actualité en Israël. Mais on constate ces dernières semaines, ces derniers mois une montée
apporter une levée de nombre d'actes incidents qui inquiètent, qui dérangent avec nos jeunes, des altercations, des problèmes entre voisins. Il y a quelques mois, il y a eu dans un club de foot une manifestation pro-palestinienne avec des drapeaux palestiniens un peu partout, des tags Free Palestine dans les parcs de la municipalité, des choses qui effectivement inquiètent une population qui semblait jusqu'à présent vivre dans un petit cocon protégé de l'environnement dans lequel elle se situe. Alors les forces de police, dans le cas précis, elles ont interpellé le mineur qui a voulu agresser ces deux jeunes juifs, mais en général, les forces de police, elles sont dans la vigilance, vous le sentez, elles sont très 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 solidement, on va dire, elles garantissent une forme de sécurité à la communauté. D'abord, moi, je tiens à féliciter toujours les forces de police locales, municipales et nationales, parce qu'elles font un travail merveilleux de nous défendre la communauté juive, mais de manière générale, les civils. Le problème, il est que souvent, la sécurité n'est pas une priorité pour les élus locaux, et malheureusement, les moyens mis en œuvre aussi par l'État sont largement insuffisants. C'est connu et décrié de manière générale par la communauté nationale face aux défis que nous rencontrons. Mais à Sarcelles-Saint-Brice, la difficulté est que Saint-Brice a toujours eu cette étiquette d'une ville assez calme et que donc les forces de police qui ne résident pas à Saint-Brice, mais plutôt dans des villes voisines comme à Sarcelles, sont déjà assez occupées et il y a de quoi largement faire dans ces villes voisines. Donc c'est vrai que la rapidité d'intervention ou autre n'est pas toujours au rendez-vous, mais elles font le job tant bien que mal. On a aussi le SPCJ qui fait un travail merveilleux, très présent à Sarcelles, mais pas assez encore une fois à Saint-Brice, parce qu'il y a eu cette image de Saint-Brice d'une ville assez calme, et qui malheureusement c'est un fléau qui suit le fléau français contre encore une fois l'antisémitisme, l'insécurité de manière générale, et qui force les citoyens que nous sommes aujourd'hui à peut-être réfléchir autrement, à s'organiser pour renforcer les moyens des SPCJ. Il y a des élections qui arrivent dans quelques jours, peut-être pour s'assurer que les différents candidats s'assurent que la sécurité soit la priorité numéro 1 et pas uniquement de la communauté juive, parce que ça a un impact sur tout le monde et ce genre d'incident perturbe tout le monde, non seulement la communauté, mais aussi les gens simples de Saint-Brice qui veulent voir vivre leurs enfants en paix dans les différents parcs et les rues de la ville. Alors, on ne peut pas ne pas vous poser la question, puisque nous sommes à Jérusalem, nous sommes sur Radio Kalita. Est-ce que finalement, ce genre de tension, elle suscite une sorte d'interpellation au niveau de l'Aliyah? Il y a des Juifs de Saint-Brice qui se disent peut-être que le moment est venu de partir avant que cela ne se dégrade? Je pense qu'aujourd'hui, et surtout depuis le 7 octobre, il n'y a pas un juif qui ne pense pas à faire sa aliyah. On a vu ces derniers mois un nombre important d'inscriptions à l'agence juive. Le problème, c'est souvent l'exécution de ce dossier, d'avoir le courage et de dire je quitte une bonne fois pour toutes Saint-Brice, Paris ou autre pour s'installer en Israël. Il y a de plus en plus de candidats à l'aliyah sérieux. Il y a tout court, comme je l'ai dit, des candidats. Ça reste des complications qu'il faut s'organiser. Je pense que partir parce qu'il y a des actes de violence ou fuir n'est pas toujours la bonne solution. Je pense surtout qu'il faut se préparer à l'avenir. Je pense que tous les Juifs aujourd'hui se préparent, prévoient un avenir. Il faut encourager les ulpan, il faut encourager les acquisitions en Israël, il faut encourager les reconnaissances des diplômes. C'est aussi tout le travail qu'on essaye de contribuer. Mais oui, il y a aujourd'hui clairement dans la tête de tout le monde, la question c'est quand allons-nous partir? Ce n'est plus est-ce qu'il faut partir, mais quand allons-nous partir? C'est véritablement le ton du dialogue, du débat au sein de la communauté aujourd'hui, même à Saint-Brice, dans une banlieue qui était donc réputée pour être tranquille et calme, sereine. Justement, ça veut dire que jusqu'à présent, Saint-Brice accueillait tout, on va pas dire les réfugiés de Sarcelles ou de Garges, mais même des gens de Paris ou de sa région qui venaient justement pour son calme et pour sa communauté structurée juive qui vit parfaitement en entente avec son environnement. Mais on remarque, soit par rapport à la proximité, soit par rapport au contexte quand même pro-LFI qu'on constate un peu partout, Paris et sa région qui pousse un peu partout, soit par rapport à la difficulté à vivre son judaïsme, soit par rapport à
à tout un environnement. Je rappelle qu'à Saint-Brice, et grâce à notre président François Citruc, en 1993, on a eu une cantine cachère qui a été mise pour la plupart des enfants qui sont scolarisés dans les écoles de la République. Ah oui. Ce nombre d'enfants a été très important avant, et aujourd'hui, on parle d'une 50aine d'enfants qui sont encore scolarisés dans l'école de la République et qui bénéficient du dispositif cantine cachère. Et on constate donc que ce chiffre a été divisé par 5, 6 au travers des années, et qu'on constate que même les parents qui envoient leurs enfants dans l'école de la République voient des professeurs parler du conflit israélo-palestinien, de mettre des t-shirts Free Palestine, et tout ça choque encore une fois les Saint-Briciens et pousse à des questions évidentes. L'Aliyah est une évidence pour beaucoup de juifs. La réalité, est-ce que tout le monde va pouvoir le faire dans un futur proche? Je pense aussi à la question au gouvernement israélien, aux autorités qui nous accompagnent pour s'assurer que ça se passe dans des bonnes conditions. C'est effectivement une question qui se pose et à laquelle on essaye de répondre ici à Jérusalem, à Kalita. Merci beaucoup Yitzhak Bar Sheshet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes élu local de Saint-Brice, président de la communauté Or HaChaim et aussi président du Mizrahi France. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation et Be'atzlacha. Merci.